Je m'appelle Amanda Miller, j'ai 32 ans et je regardais le mariage de ma demi-sœur Nathalie depuis mon appartement lorsque mon monde a implosé. On m'a dit que la capacité d'accueil du lieu était limitée et que je ne pouvais y assister que virtuellement. Alors que la cérémonie atteignait son apogée, j'ai remarqué quelque chose d'impossible. Mon fiancé, Thomas, assis avec ma famille, portait un costume qu'il prétendait être au pressing. Il était censé être à Chicago pour affaire. Le live stream s'est figé à ce moment précis, capturant parfaitement la trahison. Cette image figée allait briser ma famille pour toujours et révéler 6 années de mensonges élaborés. Et si vous regardez cette émission en ce moment même, j'aimerais savoir d'où vous l'écoutez. Cette histoire de vengeance familiale me fait encore trembler les mains quand je la raconte. Et si la trahison de vos proches vous semble familière, abonnez-vous, car croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Le karma qui est revenu dans ce drame familial est quelque chose que personne n'a vu venir. Pour comprendre comment je me suis retrouvée à regarder le mariage de ma demi-sœur en ligne alors que tous les autres membres de ma famille y assistaient en personne, vous devez connaître notre histoire compliquée. Mes parents ont divorcé quand j'avais 14 ans. Je me souviens encore du soir où mon père, Richard Miller, m'a annoncé qu'il partait. Il a fait ses valises pendant que ma mère, Karen, sanglotait dans leur chambre. Je suis restée dans le couloir, serrant l'ours en peluche de mon enfance, même si j'étais trop vieille pour lui, regardant 18 ans de mariage se désintégrer sous mes yeux. « Ce n'est pas à cause de toi, Amanda, a-t-il dit. Sans même me regarder alors qu'il fermait ses bagages. Ta mère et moi nous sommes simplement éloignés l'un de l'autre. C'était le premier mensonge de ce qui allait devenir un réseau complexe de tromperie. 3 mois plus tard, mon père épousait Stéphanie, une femme de 15 ans, sa cadette qui travaillait dans sa société de promotion immobilière. J'ai découvert plus tard que leur liaison avait duré 2 ans avant le divorce. À l'âge de 16 ans, ils ont eu Nathalie, ma demi-sœur. À partir de ce moment-là, je me suis sentie progressivement effacée de la vie de mon père. Les photos de moi qui tapissaient les murs de son bureau ont été remplacées par des portraits de famille professionnels de lui, de Stéphanie et de la petite Nathalie. Lorsque je visitais leur nouvelle maison tous les 2 week-ends, je restais dans la chambre d'amis qui me semblait de moins en moins m'appartenir. Ma chambre chez ma mère est restée figée dans un décor d'adolescente jusqu'à mes 20 ans. Car nous n'avions pas les moyens de la moderniser après que le règlement du divorce l'ait mise à rude épreuve financièrement. Les activités immobilières de mon père ont connu un essor fulgurant après le divorce. Elle a construit des lotissements de luxe dans 3 États, tandis que ma mère cumulait 2 emplois pour conserver notre modeste maison de 3 chambres. Le contraste entre mes 2 vies n'aurait pas pu être plus frappant. Dans la maison de papa, tout était de première qualité et impeccable. Chez ma mère, nous coupions des coupons et conduisions une voiture qui faisait des bruits inquiétants lorsqu'il pleuvait. Le modèle d'exclusion a commencé à petite échelle. Quand j'avais 17 ans, ils ont emmené Nathalie à Disney World parce que tu avais des examens cette semaine-là, Amanda. À 20 ans, ils ont fêté Noël en Suisse, mais ils n'ont pas pu obtenir un autre billet dans un délai aussi court. À 25 ans, je découvrais régulièrement des événements familiaux seulement après avoir vu des photos sur les médias sociaux. Le fait que tu sois trop sensible est devenu la réponse de mon père à chaque fois que j'exprimais des sentiments blessés. Nous ne vous excluons pas volontairement. C'est juste une question de logistique. Ma mère est décédée d'un cancer du sein lorsque j'avais 27 ans. L'enterrement a été la dernière fois que toute la famille élargie s'est retrouvée au même endroit. Mon père a prononcé un éloge funèbre rigide et formel, davantage axé sur les premières années de leur relation amoureuse que sur leur mariage ou son rôle de mère. Stéphanie se tenait à ses côtés, la main possessivement posée sur son bras, tandis que Nathalie, alors âgée de 11 ans, avait l'air de s'ennuyer et jouait à des jeux sur une tablette pendant toute la cérémonie. Après la mort de ma mère, je me suis lancée à corps perdu dans ma carrière de graphiste. J'ai créé une entreprise indépendante modeste mais en pleine expansion, travaillant à distance pour des clients dans tout le pays. Mon appartement était petit, mais c'était le mien, payé avec l'argent que je gagnais moi-même, contrairement à l'éducation de ma demi-sœur dans une école privée et à sa garde-robe de styliste. J'ai rencontré Thomas Reeves il y a 3 ans par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une pendaison de crémaillère. Il était charmant, attentif et semblait sincèrement intéressé par mon travail de conception. Avec ses cheveux noirs qui tombaient toujours juste et son rire facile, il est rapidement devenu le centre de mon monde. Il travaillait dans une start-up technologique qui développait une sorte de logiciel financier que je n'ai jamais vraiment compris, mais son ambition m'a impressionné. À bout de 6 mois, nous avons emménagé ensemble, l'année dernière. Il m'a demandé en mariage avec une bague modeste mais magnifique.
Thomas était au courant de ma situation familiale. Il m'a prise dans ses bras lors des anniversaires de la mort de ma mère, lorsque je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Et elle a écouté mes frustrations parce que j'avais été exclue d'une autre vacances familiale. Il m'a même encouragée à continuer d'essayer avec mon père. La famille est importante, disait-il. Parfois, il faut être le plus grand. Rétrospectivement, son insistance pour que je maintienne le contact avec mon père malgré la blessure persistante aurait dû être mon premier signal d'alarme. Thomas a rencontré mon père et Stéphanie lors d'un dîner tendu peu après nos fiançailles. J'ai remarqué qu'ils semblaient s'entendre étonnamment bien, mon père posant des questions détaillées sur la start-up de Thomas. Ils ont échangé leur numéro de téléphone pour discuter des possibilités d'investissement. Sur le moment, je me suis réjouie. Pensant que cela pourrait aider à combler le fossé familial. Au cours de l'année écoulée, j'ai remarqué un comportement de plus en plus étrange de la part de Thomas et de ma famille. Thomas multipliait les dîners d'affaires et les réunions d'investisseurs, ce qui semblait normal pour son poste. Mon père mentionnait parfois Thomas et les appels téléphoniques, mais changeait rapidement de sujet lorsque je lui demandais des détails. Stéphanie a commencé à m'envoyer des cartes d'anniversaire et de vacances, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Tout cela me paraissait étrange, mais j'étais si heureuse de constater une évolution positive dans nos relations familiales que j'ai ignoré mon instinct. Après des années de sentiments d'exclusion, j'entrevoyais enfin des lueurs d'acceptation. C'est du moins ce que je pensais. Et la vérité était bien plus sombre que je n'aurais pu l'imaginer. Et il aurait fallu que le live stream d'un mariage se fige exactement au mauvais moment pour que tout s'écroule. L'invitation numérique au mariage de Nathalie est arrivée dans mon courrier électronique un mardi matin d'avril. J'ai failli recracher mon café en la voyant. Ma demi-sœur n'avait que 17 ans, à peine sortie du lycée. L'invitation était très élaborée, avec des papillons animés qui voltigeaient sur l'écran et une bande sonore personnalisée. Elle annonçait l'union de Nathalie Miller et de Jackson Price dans la vaste propriété de mon père dans les Hamptons. Dans 3 mois, en juillet. J'ai immédiatement appelé mon père, qui semblait étrangement nerveux lorsqu'il a répondu. « Amanda, j'allais t'appeler aujourd'hui », a-t-il dit avant même que je ne parle de l'invitation. « Papa, Nathalie a 17 ans. N'est-ce pas un peu jeune pour se marier ?» ai-je demandé, sincèrement inquiet. « Elle est très mûre pour son âge, a-t-il répondu sur la défensive. Jackson vient d'une excellente famille. Son père et moi avons des relations d'affaires qui remontent à 15 ans. La conversation a rapidement pris une tournure inconfortable lorsque j'ai posé des questions sur l'organisation du voyage. En fait, c'est à ce sujet que mon père a répondu, en se raclant la gorge. Nous devons limiter le nombre d'invités en personne de manière assez stricte. Qu'est-ce que cela signifie ? Demandai-je, ressentant déjà une sensation familière d'affaissement. Il a expliqué que la capacité d'accueil du lieu était limitée, bien qu'il s'agisse de son propre domaine de 15 acres avec de nombreux bâtiments et de vastes terrains. Les codes anti-incendie et tout le reste. Mais nous avons prévu une diffusion professionnelle en direct pour la famille élargie et les amis qui ne peuvent pas venir en personne. Tu veux dire que je ne peux pas venir au mariage de ma propre sœur ? Ma voix s'est brisée malgré mes efforts pour rester calme. Demi-sœur, a ajouté Stéphanie en arrière-plan. Pas tout à fait assez doucement. Et il n'y a pas que toi, Amanda. Nous avons dû prendre des décisions difficiles concernant la liste des invités. J'ai découvert plus tard que des cousins éloignés dont je n'avais jamais entendu parler avaient reçu des invitations physiques alors que j'étais reléguée à l'expérience virtuelle. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux que d'être sur place, poursuit mon père, sa voix prenant ce ton condescendant que je connais trop bien. La société de streaming est de premier ordre. Plusieurs angles de caméra, haute définition. Vous pourrez tout voir. Nous ferons même signe à la caméra pour toi. Ce soir-là, j'ai parlé à Thomas du mariage et de mon exclusion de la liste des invités. Il a semblé particulièrement intéressé par les détails, posant des questions sur la date et le lieu. Puis il m'a annoncé sa propre nouvelle. C'est le même week-end que la conférence de Chicago, a-t-il dit, fronçant les sourcils en consultant son calendrier. Je dois présenter notre nouvelle plateforme logicielle à des investisseurs potentiels. Il n'y a aucune chance que je puisse la reporter. Alors, je vais devoir regarder le mariage de Nathalie tout seul ? J'ai essayé de ne pas paraître aussi pathétique que je me sentais. Je suis désolée, bébé. Il a embrassé mon front. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Ces événements familiaux sont toujours stressants pour toi de toute façon.
Dans les semaines qui ont précédé le mariage, j'ai reçu des courriels de plus en plus détaillés sur la diffusion en direct. Des instructions techniques, des liens de test, et même des suggestions pour créer une expérience immersive à la maison, y compris des recommandations de champagne pour les différentes parties de la cérémonie. Le niveau de production pour m'exclure était presque impressionnant. Pendant ce temps, Thomas s'occupait de la préparation d'un voyage à Chicago. Il a acheté un nouveau costume, estimant que l'ancien était trop usé pour des réunions importantes avec des investisseurs. Il l'a apporté au pressing et a dit qu'il viendrait le chercher juste avant son vol. Cette affaire pourrait tout changer pour nous, a-t-il déclaré avec enthousiasme. Si je trouve ces investisseurs, nous pourrons peut-être nous offrir la maison que nous avons visitée. Je l'ai soutenu, même si j'étais distraite par l'approche du mariage. Je l'ai aidé à préparer sa présentation, en lui donnant des conseils sur la conception et en répétant les questions avec lui jusque tard dans la nuit. Une semaine avant le mariage, j'ai commencé à voir des messages de parents sur les réseaux sociaux pointant que Judith publiait des informations sur son vol pour New York. Le cousin Patrick s'enregistrait dans un hôtel près de la propriété de mon père. Tout le monde arrivait tôt pour les divers événements précédant le mariage, un dîner de bienvenue, une fête sur la plage, une sortie au golf. Et la veille du départ de Thomas pour Chicago, j'ai utilisé son ordinateur portable pour commander de la nourriture pendant qu'il prenait sa douche. Une notification est apparue dans son courrier électronique. Sans vraiment y penser, j'ai cliqué dessus pour l'ouvrir. Il s'agissait d'une confirmation de réservation d'hôtel au Hampton Bear Resort, à moins d'1 kilomètre de la propriété de mon père, pour tout le week-end du mariage. La réservation était pour 2 adultes. Ma main a tremblé tandis que je fermais rapidement le courriel et l'ordinateur portable. Il devait s'agir d'une erreur. Peut-être que c'était pour quelqu'un de son entreprise. Peut-être avait-il réservé avant de se rendre compte qu'il avait la conférence. J'ai imaginé une douzaine d'explications dans mon esprit, mais aucune ne répondait au sentiment qui me rongeait l'estomac. Lorsque Thomas est sorti de la douche, j'ai failli l'affronter. Mais un instinct d'autoprotection m'en a empêché. J'ai préféré sourire et lui demander s'il avait tout préparé pour Chicago. Tout est prêt, dit-il en m'embrassant avec désinvolture. Je t'appellerai tous les soirs, c'est promis. Le matin du départ de Thomas, il semblait étrangement formel. Son étreinte était rigide, son baiser bref. Il est parti 4 heures avant son vol supposé, prétextant qu'il avait besoin de plus de temps pour la sécurité. Amuse-toi bien à regarder le mariage, a-t-il dit en roulant une valise jusqu'à la porte. Prends des captures d'écran pour moi. Si seulement il savait à quel point j'allais prendre cette suggestion au pied de la lettre. Et la veille du mariage, j'ai reçu des textos de mon père et de Stéphanie, me rappelant de me connecter tôt pour profiter pleinement de l'expérience d'avant-cérémonie. Nathalie a envoyé un seul message. J'espère que le flux fonctionne lol. J'ai passé la soirée seule dans mon appartement, en essayant de ne pas m'apitoyer sur mon sort. J'ai ouvert une bouteille de vin et fait défiler les médias sociaux, me torturant avec des images du dîner de répétition auquel je n'avais pas été invitée. Il y avait tant de Judith avec son bras autour de Nathalie. L'oncle Robert portait un toast. À l'arrière-plan d'une photo, si rapidement que j'ai failli la manquer. Un profil familier qui ressemblait de manière troublante à Thomas. Mais lorsque je suis retournée voir de plus près, la photo avait été supprimée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, car j'avais l'esprit plein de possibilités, toutes plus douloureuses les unes que les autres. À matin, je m'étais convaincue que j'étais paranoïaque. Le mariage était à 2 heures. J'avais 5 heures pour me ressaisir et me préparer à regarder ma demi-sœur se marier à travers un écran d'ordinateur. Le matin du mariage de Nathalie, j'ai décidé de tirer le meilleur parti de la situation. Si je devais regarder le mariage à 200 km de distance, je le ferais au moins avec style. J'ai mis une robe de cocktail bleu marine que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Je me suis maquillée avec soin et j'ai même commandé un petit bouquet de fleurs pour marquer le jour. J'ai installé mon ordinateur portable sur la table à manger. Je l'ai connecté à la télévision pour avoir une vue plus large et j'ai ouvert la bouteille de champagne que j'avais gardée pour le retour de Thomas. Et la diffusion en direct a commencé 1 heure avant la cérémonie, avec des prises de vue par drone de la propriété de mon père. Et la propriété était encore plus impressionnante vue du ciel, avec ses jardins soignés, son bassin réfléchissant et ses chaises blanches disposées en rang parfait sur la pelouse principale. Un quatuor à cordes jouait doucement. À l'arrivée des invités, les femmes en robe d'été colorée, les hommes en costumes légers appropriés à un après-midi de juillet.
Je me suis servi du champagne et j'ai regardé la caméra faire un panoramique sur la foule qui se rassemblait. J'ai reconnu des membres de ma famille que je n'avais pas vus depuis des années. Les associés de mon père. La grande famille de Stéphanie. Tout le monde semblait s'amuser, se saluant par des accolades et des baisers aériens, acceptant les flûtes de champagne des serveurs qui circulaient. De temps en temps, la caméra se concentre sur Nathalie en train de se préparer dans la maison de mon père, son maquillage étant appliqué par une artiste professionnelle, Stéphanie s'occupant de son voile. Ma demi-sœur était magnifique dans une robe élaborée qui coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel. Pendant un instant, j'ai ressenti une certaine affection pour elle. Ce n'était qu'une adolescente, après tout. Toute cette production excessive n'était pas de sa faute. À 2 heures précises, la musique a changé et la cérémonie a commencé. L'officiant prit place sous une arche couverte de roses blanches. Le marié, Jackson, s'est dirigé vers l'avant avec son témoin. Je ne savais pas grand-chose de Jackson, si ce n'est qu'il était fortuné et qu'il connaissait mon père depuis des années grâce à ses relations d'affaires. Les invités ont descendu l'allée l'un après l'autre. Des demoiselles d'honneur en robe rose pâle. Des garçons d'honneur qui semblaient mal à l'aise dans leur tenue de soirée dans la chaleur de l'été. Une bouquetière d'environ 4 ans éparpillant des pétales de rose avec une concentration déterminée. Alors que la caméra balayait les invités assis pendant la procession, j'ai commencé à remarquer des visages qui m'ont glacé le sang. Ma cousine Mélissa, qui m'avait dit qu'elle n'avait pas les moyens de venir de Californie. Bernard, le plus vieil ami de mon père, qui m'avait envoyé un message la semaine dernière pour me dire qu'il allait se faire opérer et qu'il regarderait également en ligne. Puis, au 3e rang, du côté du marié, partiellement caché par une grande composition florale, mais indiscutable pour moi. Thomas. Mon fiancé. L'homme qui était censé être à Chicago pour présenter son entreprise aux investisseurs. Il portait le nouveau costume qu'il avait acheté, ses cheveux étaient fraîchement coupés et il avait l'air tout à fait à l'aise. Il était assis entre mon oncle Philippe et une femme que j'ai reconnue comme étant l'assistante exécutive de mon père. Je me suis étouffée avec mon champagne, le renversant sur le devant de ma robe. J'ai cherché à tâtons la télécommande pour mettre le flux en pause, mais sous le choc, je l'ai laissé tomber. Le temps que je la récupère sous la table, la caméra est passée à Nathalie, qui commençait à descendre l'allée au bras de mon père. Je suis restée figée, respirant à peine, pendant que la cérémonie se poursuivait. Mon esprit tournait en rond, essayant de donner un sens à ce que je venais de voir. Il devait y avoir une explication, une coïncidence, un malentendu. Mais au fond de moi, je le savais. La caméra est revenue sur des plans plus larges des invités pendant les vœux. J'ai scruté chaque image, cherchant Thomas. Il était de nouveau là, souriant pendant que Nathalie et Jackson échangeaient les anneaux. Il avait l'air parfaitement à l'aise, se penchant de temps en temps pour chuchoter quelque chose à mon oncle. Ce n'était pas quelqu'un qui avait été invité à la dernière minute. C'était quelqu'un qui avait sa place. Alors que ma demi-sœur et son nouveau mari partageaient leur premier baiser en tant que couple marié, la caméra a fait un panoramique sur la foule qui applaudissait. C'est à ce moment-là que le live stream s'est figé. L'image qui s'est gravée dans ma rétine était d'une clarté parfaite et dévastatrice. Thomas debout et applaudissant avec tous les autres, un large sourire aux lèvres. Mon père, bras autour de Stéphanie, l'air triomphant. Le plus choquant, c'est qu'autour du cou de Stéphanie se trouvait le pendentif en saphir de ma grand-mère. Un objet de famille dont ma mère m'avait toujours dit qu'il serait le mien un jour. J'y fixais l'image figée, incapable de bouger ou de penser clairement. Les secondes passaient, mais le flux ne reprenait pas. Les difficultés techniques n'auraient pas pu survenir à un moment plus révélateur. C'était comme si l'univers voulait que j'aie le temps d'absorber tous les détails de la trahison qui se jouait devant moi. Les mains tremblantes, j'ai fait des captures d'écran de l'image figée, en zoomant sur Thomas, sur le collier, sur l'expression béate de mon père. J'ai essayé d'actualiser la page, mais un message s'est affiché, connexion perdue. Veuillez patienter. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Thomas. Je suis tombée directement sur la boîte vocale. Je lui ai envoyé un texto. Je peux te voir au mariage. Qu'est-ce qui se passe? Le message s'est affiché comme délivré mais non lu. J'ai ensuite essayé de joindre mon père. Encore une fois. La boîte vocale. J'ai laissé un message qui consistait principalement en des questions incohérentes et des arrêts à peine contenus. Finalement, j'ai envoyé un texto à Nathalie. Félicitations pour votre mariage. C'est intéressant de voir Thomas là alors qu'il m'avait dit qu'il était à Chicago.
3 disparurent immédiatement, montrant qu'elle était en train de taper une réponse. Puis ils ont disparu. Aucun message n'est arrivé. Je me suis assise dans mon appartement, encore habillée, sans nulle part où aller, entourée des objets de ma pathétique fête de mariage en solo, et j'ai laissé les larmes venir. J'ai pleuré jusqu'à ce que mon maquillage coule en traînées noires sur mon visage. J'ai pleuré jusqu'à ce que le champagne s'évanouisse. J'ai pleuré jusqu'à ce que les voisins frappent au mur pour vérifier si j'allais bien. Lorsque les larmes se sont enfin calmées, quelque chose d'autre les a remplacées. Une colère froide et calculatrice. J'ai regardé à nouveau les captures d'écran que j'avais faites. Il y avait là une histoire qu'il fallait découvrir. Pourquoi Thomas était-il au mariage de ma demi-sœur? Pourquoi Stéphanie portait-elle le collier de ma grand-mère? Pourquoi tant de gens m'ont-ils menti? Le flux en direct n'a jamais été remis en ligne. Au lieu de cela, un courriel d'excuses a été envoyé par la société de streaming, invoquant des difficultés techniques indépendantes de notre volonté. Mais cela n'avait pas d'importance. J'en avais assez vu. J'ai passé le reste de la soirée dans un état étrange et calme, prenant méthodiquement des notes sur tout ce que j'avais observé et sur toutes les questions auxquelles j'avais besoin de répondre. À la tombée de la nuit, j'ai rouvert mon ordinateur portable, mais pas pour vérifier les mises à jour du mariage. A eu lieu de cela. J'ai commencé ce qui allait devenir une semaine d'enquête sur le tissu de mensonges qui m'entourait. Si vous avez déjà vécu ce moment où tout ce que vous pensiez être vrai s'effondre soudainement, vous savez exactement ce que j'ai ressenti. La trahison est plus profonde lorsqu'il s'agit de la famille, n'est-ce pas? Avec le recul, je me suis rendu compte que la diffusion en direct du mariage gelé était en fait un cadeau, qui m'a forcé à voir ce qui se passait sous mes yeux depuis le début. Et si vous aussi, vous êtes confronté à une trahison familiale, commentez ci-dessous avec un emoji glaçon pour que je sache que je ne suis pas la seule à vivre cette expérience. Laissez-moi vous raconter comment j'ai commencé à découvrir l'étendue de leur tromperie. Le lendemain du mariage, je me suis réveillée avec un étrange sentiment de clarté alors que j'avais à peine dormi. Le choc initial avait fait place à une froide détermination à découvrir la vérité. Je me suis fait porter pâle pour mes projets en freelance, j'ai préparé une grande cafetière et j'ai transformé mon salon en quartier général d'investigation. J'ai commencé par les médias sociaux. Tandis que les mariés fêtaient leur mariage lors de brunch et d'inauguration de cadeaux, les invités postaient inévitablement des photos. Je n'étais pas amie avec beaucoup de membres du cercle social de mon père, mais leurs paramètres de confidentialité étaient souvent insuffisants. Grâce aux tags publics et aux marqueurs de localisation, j'ai commencé à reconstituer une partie du mariage plus importante que ce que le live stream m'avait montré. On voyait Thomas à l'arrière-plan d'une photo de groupe lors du dîner de répétition. Son bras négligemment drapé sur le dossier de la chaise de ma cousine. Il était de nouveau présent sur un selfie pris par l'une des demoiselles d'honneur, levant son verre lors d'un toast. Chaque image était un nouveau coup de poignard de trahison, mais je les ai toutes conservées comme preuve. Et la plus révélatrice est une photo postée par le copain de golf de mon père, un cliché de mon père, de Thomas et du père de Jackson se tenant ensemble près du bar. En pleine conversation, dit la légende, les 3 mousquetaires planifient leur prochaine entreprise. #entreprise familiale, #week-end de mariage entreprise familiale. Quelle entreprise familiale impliquait Thomas? Je suis passée au courrier électronique. Thomas et moi partagions un compte de stockage sur le cloud pour des raisons pratiques, et il n'avait pas fait attention à ce qui y était synchronisé. J'ai trouvé des courriels remontant à 8 mois entre lui et mon père, discutant de l'arrangement et gardant un mandat dans l'ignorance jusqu'à ce que le moment soit venu. Et la plupart des détails étaient frustrants et vagues, ou avaient fait l'objet d'appels téléphoniques auxquels je n'avais pas accès, mais le schéma était clair. Ils avaient été en contact régulier à mon insu. Et la preuve la plus accablante est venue de l'agenda de Thomas, qui était également synchronisé avec notre cloud partagé. Pendant des mois, les entrées intitulées « Réunion avec un investisseur » ou « Dîner avec un client » correspondaient exactement au texte qu'il m'avait envoyé pour me dire qu'il travaillait tard. Mais dans sa section de notes privées, la véritable nature de ces réunions était révélée, dîner avec Richard et Stéphanie, ou golf avec Richard et le père de Jackson. Le matin s'est transformé en après-midi, puis en soirée, et j'ai continué à creuser. J'ai créé une chronologie dans ma chambre en utilisant des notes adhésives et de la ficelle. Comme un détective dans une série policière. En jaune, les mensonges que Thomas m'avait racontés, en bleu, les événements familiaux dont j'avais été exclue, en rouge, les transactions financières que je commençais à découvrir. Sur le site internet de l'entreprise de mon père,
J'ai trouvé des communiqués de presse annonçant un nouveau partenariat avec Rives Tech Solutions pour développer un logiciel de gestion immobilière. La start-up de Thomas. Le moment coïncidait avec celui où il avait rencontré mon père pour la première fois, juste après ses fiançailles. Leur relation n'avait-elle jamais été qu'un arrangement commercial? Cette idée me rendit physiquement malade. Vers minuit, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai quand même répondu, espérant que c'était Thomas qui appelait d'un hôtel. Amanda? C'est Brad Jenkins. C'est Brad Jenkins. Il m'a fallu un moment pour trouver le nom. Brad avait été l'avocat de ma grand-mère avant qu'elle ne décède il y a 5 ans. Je ne l'avais rencontré qu'une seule fois, lors de la lecture de son testament. J'espère que je n'appelle pas trop tard, a-t-il poursuivi lorsque je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai vu l'annonce du mariage de votre sœur dans le Times, et cela m'a rappelé quelque chose qui m'a troublé pendant des années. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé, pleinement alerte à présent. Le testament de ta grand-mère. Celui que nous avons exécuté n'était pas celui qu'elle m'avait demandé de préparer à l'origine. Elle a fait des changements dans les dernières semaines de sa vie, alors qu'elle était lourdement médicamentée. J'avais des doutes sur sa capacité à ce moment-là, mais ton père a insisté sur le fait qu'elle était lucide. Ma grand-mère avait tout légué à mon père, avec des objets spécifiques destinés à Stéphanie. Plus tard, à Nathalie. Je n'avais reçu qu'un petit legs en espèces, et aucun des objets de famille ou des biens qui m'avaient été promis tout au long de mon enfance. Qu'y avait-il dans le testament original? J'ai demandé, le cœur battant. Elle t'a légué sa maison dans le Vermont, en particulier. Et la parure de saphir qui lui avait été léguée par sa mère. Elle a été très claire sur le fait que ces objets devaient te revenir directement, et non par l'intermédiaire de ton père. Le pendentif en saphir qui était autour du cou de Stéphanie lors du mariage. La maison du Vermont que mon père avait vendue presque immédiatement après la mort de ma grand-mère, sous prétexte qu'elle était trop lourde à entretenir. Pouvez-vous m'envoyer la documentation du testament original? Ai-je demandé. C'est pour cela que j'appelle. J'ai gardé des copies malgré moi. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin. Les documents sont arrivés par courrier. Le contraste entre les deux testaments était saisissant. Dans l'original, j'étais bénéficiaire principale aux côtés de mon père. Dans la version révisée, j'étais presque totalement exclue. Forte de ces nouvelles informations, j'ai contacté un avocat spécialisé dans les fraudes successorales. J'ai ensuite contacté une journaliste financière qui m'avait interviewé pour un article sur les designers indépendants. Elle m'a mis en contact avec un collègue qui s'occupait de promotion immobilière et qui s'intéressait depuis un certain temps aux pratiques commerciales de mon père. 4 jours après le mariage, Thomas a finalement appelé. Je l'ai laissé sur le répondeur. Son message était un chef-d'œuvre de tromperie. Amanda? Je suis désolée de ne pas avoir été en contact. Les réunions à Chicago ont duré longtemps et mon téléphone est tombé en panne. Je rentre en avion demain. J'ai hâte de te voir et de te raconter tout ça. Je t'aime. Je lui ai répondu en 4 mots. Je t'ai vu là-bas. Capture d'écran. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce que tu penses. Mais c'était exactement ce que je pensais, et même pire. En poursuivant mon enquête, j'ai découvert un réseau complexe de liens financiers entre la start-up de Thomas et la société de mon père. Ce qui était apparu au départ comme un investissement normal était en fait plus proche d'un pot de vin ou d'un paiement. J'ai découvert un transfert de $50 000 de mon père à Thomas peu après que nous ayons commencé à nous fréquenter. Un autre transfert de $75 000 a eu lieu lorsque nous nous sommes fiancés. La start-up était essentiellement une société écran, existant principalement sur le papier et financée presque entièrement par mon père. Et la découverte la plus dévastatrice a eu lieu une semaine après le mariage, lorsque j'ai rencontré Maria, l'ancienne assistante de mon père, qui avait été licenciée l'année précédente. Autour d'un café, dans un coin tranquille, elle a confirmé mes pires soupçons. Ton père a engagé Thomas pour qu'il sorte avec toi, dit-elle, incapable de croiser mon regard. Au départ, c'était un moyen de vous surveiller après la mort de votre mère. Richard craignait que tu ne contestes le testament de ta grand-mère. Donc, toute notre relation n'était qu'un mensonge? Ma voix sonnait creux, même à mes propres oreilles. Au début, oui.
Mais Thomas parlait de toi tout le temps au bureau. Je pense qu'il a fini par tomber amoureux de toi. Elle a traversé la table pour me toucher la main. C'est pour cela que j'ai été renvoyée. Tu sais. J'ai dit à ton père qu'il ne fallait pas continuer à te manipuler. Que tu méritais de connaître la vérité. Ce soir-là, j'ai envoyé à Thomas un message soigneusement formulé. Je sais tout. À propos de l'argent. La raison pour laquelle tu as commencé à sortir avec moi. Si tu veux avoir une chance d'expliquer ta version, rentre à la maison demain. Sinon, ce n'est pas la peine de revenir du tout. Sa réponse a été immédiate. Je serai là. Il y a plus que ce que tu sais. En attendant la confrontation qui déterminerait le cours de mon avenir, j'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais collectées, courriel, relevé bancaire. Les entrées du calendrier. Les 2 versions du testament de ma grand-mère. Les photos de mariage montrant Thomas intégré à ma famille. Je les ai toutes rangées dans un dossier intitulé « La vérité ». Puis j'ai attendu que l'homme que j'avais aimé, l'homme qui avait été payé pour m'aimer en retour, revienne à la maison et affronte ce qu'il avait fait. Avez-vous déjà ressenti ce coup de massue lorsque vous vous rendez compte que l'un de vos proches menait une double vie? Tout se mettait en place pour moi, mais je devais encore affronter Thomas face à face. Avant de vous raconter cette conversation explosive, regardez si vous avez déjà vu votre confiance brisée par quelqu'un que vous pensiez connaître. Et restez avec moi, car ce que j'ai découvert ensuite a tout changé quant à la façon dont j'obtiendrai justice. Thomas est revenu un mercredi après-midi, 6 jours après le mariage. J'ai entendu sa clé dans la serrure et je me suis préparé à la confrontation que j'avais répétée dans mon esprit. Il entra prudemment, posant sa valise près de la porte, comme s'il ne savait pas s'il allait rester. Il avait l'air fatigué, ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés, son expression était méfiante. « Amanda ?» commença-t-il en faisant un pas vers moi. J'ai levé la main pour l'arrêter. « Ne t'approche pas davantage. » Nous sommes restés en silence pendant un long moment, 3 ans de ce que je pensais être de l'amour étant en suspens entre nous. « Je peux vous expliquer » a-t-il finalement dit. « S'il te plaît, fais-le. » Ma voix était plus ferme que je ne m'y attendais. « Explique-moi pourquoi tu étais au mariage de Nathalie alors que tu m'avais dit que tu étais à Chicago. Explique-moi pourquoi tu as rencontré mon père dans mon dos pendant des mois. Explique-moi les 50 000 $ qu'il a transférés sur ton compte il y a 3 ans, à peu près au moment où nous nous sommes mystérieusement rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs. » Son visage pâlit. « Vous avez enquêté sur moi? Vous ne le feriez pas? Si vous aviez vu votre fiancé à un mariage auquel il prétendait ne pas pouvoir assister, assis confortablement avec une famille qui vous excluait. » Thomas s'enfonce dans le canapé et se passe les mains sur le visage. Cela a commencé par un arrangement commercial, admis-il. Votre père m'a contacté par l'intermédiaire d'un de mes anciens collègues. Il m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour garder un œil sur toi après la mort de ta mère. Il s'inquiétait d'éventuelles poursuites judiciaires à l'encontre de la succession de ta grand-mère. Donc, tu as été engagé pour sortir avec moi? Les mots ont un goût amer dans ma bouche. Au départ, oui. Il a levé les yeux vers moi et m'a supplié. Mais Amanda, je suis tombé amoureux de toi pour de vrai. Après les premiers mois, ce n'était plus de la comédie. C'est pour cela que tu as continué à rencontrer mon père? Pourquoi tu as continué à mentir sur l'endroit où tu allais? Parce que ce n'était pas de la comédie. J'ai été pris au piège de la situation. J'ai essayé de me retirer de l'arrangement une fois que j'ai réalisé que mes sentiments pour toi étaient sincères. Mais ton père a menacé de retirer le financement de ma start-up. Tout ce que j'ai construit se serait effondré. Ta start-up qui n'est en fait qu'une société écran entièrement financée par mon père. J'ai haussé un sourcil. Celle qui n'a pas de clients ou de produits réels, Thomas a tressailli. Nous développons un vrai logiciel. Les modalités de financement sont compliquées, mais l'entreprise est légitime. C'est pour cela que vous deviez être au mariage de Nathalie? Pour les affaires, votre père a insisté. Il a dit que ça aurait l'air suspect si son futur gendre n'était pas là. Mais pas suspect que sa fille actuelle ne soit pas invitée? Je me suis mis à rire amèrement. Et nos fiançailles? Cela faisait-il aussi partie de l'arrangement commercial? Non. Thomas se lève et fait un pas vers moi. Je t'ai demandé en mariage parce que je t'aime. Ton père était en fait contre. Il pensait que cela compliquerait les choses. Compliquer quoi, exactement?
Avant que Thomas ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. Le nom de mon père s'affiche sur l'écran. Je l'ai montré à Thomas, dont l'expression est passée de suppliante à résignée. Il appelle probablement pour limiter les dégâts, dit Thomas. Il sait que je suis ici. Je mets le téléphone sur haut-parleur. Bonjour, papa. Amanda. La voix de mon père était crispée par une colère contrôlée. J'ai cru comprendre que Thomas était avec vous. Oui, nous avons une conversation passionnante sur la façon dont vous avez engagé mon fiancé pour m'espionner. Voulez-vous vous joindre à nous et ajouter votre point de vue? Il y a eu une pause. Ce n'est pas un sujet pour un appel téléphonique. Nous devrions nous rencontrer en personne. En fait, je pense que le haut-parleur est parfait pour cette conversation. Thomas était sur le point d'expliquer ce que notre engagement compliquait dans votre plan d'ensemble. Thomas, la voix de mon père s'est durcie. Souviens-toi de notre accord. De quel accord s'agit-il, papa? J'ai insisté. Celui où il prétend m'aimer? Ou celui où il t'aide à voler mon héritage? Ça suffit, Amanda. Le ton de mon père est devenu celui, condescendant, que je connaissais si bien. Comme d'habitude, tu dramatises. Et si tu me laissais t'expliquer. Je suis tout oui. Explique-moi pourquoi Stéphanie portait le pendentif en saphir de grand-mère au mariage. Celui dont grand-mère a toujours dit qu'il serait le mien. Une autre pause, plus longue cette fois. Je pouvais presque voir mon père calculer son prochain mouvement. Ta grand-mère a changé d'avis sur certains legs avant de mourir, dit-il prudemment. Tout cela est parfaitement légal. Sauf que j'ai une copie de son testament original. J'ai répliqué. Celui qu'elle a rédigé lorsqu'elle était en pleine possession de ses moyens, avant que vous ne commenciez à chambouler son programme de médicaments au cours de ces dernières semaines. Qui t'a donné ça? La voix de mon père s'élève brusquement. Ces documents sont confidentiels. Apparemment, votre conscience n'est pas la seule à déranger les gens pendant toutes ces années. La conversation à trois a continué à se dégrader à partir de là. Mon père alternait les menaces et les tentatives de manipulation émotionnelle. Thomas restait assis dans un silence misérable, essayant de temps en temps d'interférer avec des défenses qui ne satisfaisaient ni moi ni mon père. À un moment donné, Stéphanie s'est jointe à l'appel, sa voix stridente ajoutant une couche supplémentaire au chaos. Amanda, tu dois arrêter ce comportement vindicatif, dit-elle. Ton père n'a jamais voulu que le meilleur pour la famille. De quelle famille s'agit-il, Stéphanie? Parce que je n'en fais jamais partie. Ce n'est pas vrai, rétorque mon père. Nous t'avons toujours intégré autant que les circonstances le permettaient. Des circonstances telles que l'embauche de mon petit ami pour m'espionner? Comme changer le testament de ma grand-mère alors qu'elle était trop droguée pour savoir ce qu'elle signait? Comme porter ses bijoux à un mariage auquel je n'avais pas le droit d'assister en personne? Le pendentif est un héritage familial, a déclaré Stéphanie sur la défensive. Je suis de la famille. Il est censé être transmis par la lignée maternelle, ai-je rétorqué. Tu n'es pas ma mère. Dieu merci, marmonne Stéphanie, pas tout à fait sous l'effet de son souffle. Alors que la dispute s'intensifiait, j'ai commencé à enregistrer secrètement la conversation sur mon deuxième téléphone. Le New Hampshire, où je vivais, était un État à consentement unique pour les enregistrements. Chaque aveu accablant, chaque menace, chaque contradiction était conservée pour une utilisation future. Le point de rupture est survenu lorsque mon père, manifestement frustré par son incapacité à contrôler le récit, a fait une offre. Écoute, Amanda. Nous pouvons peut-être trouver un arrangement. Cette hostilité n'a pas lieu d'être. Et si nous mettions en place une fiducie pour toi? Disons $200 000? Cela répondrait-il à vos préoccupations concernant la succession de votre grand-mère? Tu essaies d'acheter mon silence, papa? J'essaie d'être juste. Les conflits familiaux comme celui-ci peuvent devenir désordonnés et publics. Aucun d'entre nous ne le souhaite, d'autant plus que l'entreprise traverse une phase d'expansion. Quelle entreprise? Votre entreprise immobilière ou la fausse start-up de Thomas? Ristech est une filiale légitime de Miller Développement maintenant, dit mon père avec raideur. L'acquisition a été finalisée le mois dernier. J'ai regardé Thomas, qui n'a pas pu croiser mon regard. Tu as donc vendu ton entreprise à mon père? Celle dont tu disais qu'elle allait nous rendre riches? Celle qui justifiait toutes ses nuits blanches et ses voyages d'affaires, c'était une bonne affaire? Disait Thomas chaque semaine. Je me suis dit qu'on finirait par te le dire ensemble.
Une fois que tout serait réglé. Une fois que j'aurais été complètement pris au piège dans ce tissu de mensonges, tu veux dire? Une fois que je t'aurais épousé et qu'il serait trop tard pour faire marche arrière sans un divorce compliqué et coûteux. Personne n'est pris au piège. Mon père s'est interposé. Il s'agit d'une fusion de famille et d'entreprise. Thomas apporte l'expertise technique dont nous avons besoin pour moderniser nos systèmes de gestion des biens. Tu pourrais aussi rejoindre l'entreprise, Amanda. Nous aurions besoin de quelqu'un avec tes compétences en design pour le matériel de marketing. Et la façon désinvolte dont il a suggéré de m'intégrer dans un projet après des années d'exclusion a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne veux pas de votre argent, ai-je dit froidement. Je ne veux pas d'un emploi dans votre entreprise. Ce que je veux, c'est tout ce qui aurait dû m'appartenir depuis le début. La maison de grand-mère. Ses bijoux. Ma juste part de ces biens. Était une reconnaissance publique de ce que vous avez fait. Cela n'arrivera pas, dit mon père, tout semblant de réconciliation ayant disparu de sa voix. Sois raisonnable, Amanda. Prends le fonds d'affectation spéciale. Reprends ta vie en main. Sans Thomas, tu veux dire? Maintenant qu'il a rempli sa mission. Et la relation de Thomas avec vous ne fait jamais partie de notre accord officiel. Mon père l'a dit avec précaution. Quelle que soit la relation personnelle qui s'est développée entre vous deux, c'est votre affaire à vous. C'est très généreux de votre part, répondis-je avec sarcasme. L'appel se termina peu après, mon père proférant de vagues menaces de poursuite judiciaire si je continuais mes accusations sans fondement et Stéphanie ajoutant une dernière pique sur le fait que j'avais toujours été difficile. Comme ta mère. Lorsque la ligne a été coupée, Thomas et moi sommes restés assis en silence. Dehors, la pluie s'était mise à tomber, tapotant contre les fenêtres de l'appartement que nous partagions. Le foyer que j'avais cru bâti sur l'amour. Que se passe-t-il maintenant? Demande finalement Thomas. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la chambre à coucher. Je suis revenu avec une petite boîte que j'ai posée sur la table basse entre nous. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles qu'il m'avait offerte, nichée dans son coussin de velours d'origine. Maintenant, tu t'en vas. J'ai dit simplement que, quels que soient les sentiments réels qui se sont développés entre nous, ils sont nés d'une base de mensonges. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Amanda, je t'en prie. Sa voix s'est brisée. Je sais que j'ai fait de terribles erreurs, mais ce que nous avons est réel. Ce que nous avons, c'est une transaction commerciale qui s'est compliquée. C'est ce que mon père a dit, n'est-ce pas? Que je compliquais les choses en tombant amoureux de toi. Thomas ne pouvait pas le nier. Il prend la boîte à bagues d'une main tremblante. Où iras-tu? Demandai-je, me surprenant moi-même à poser cette question. Une petite partie de moi se souciait encore de son bien-être, malgré tout. Ton père a un appartement de fonction que je peux utiliser jusqu'à ce que je trouve un endroit, a-t-il admis. Cela fait partie de l'accord d'acquisition. Bien sûr, même dans ce dernier moment, mon père s'était assuré que Thomas atterrirait en toute sécurité alors que je devais ramasser les morceaux tout seul. Après que Thomas eut fait sa valise et fut parti, je me suis assise dans l'appartement vide, la pluie tombant toujours à l'extérieur, et je me suis autorisé une dernière soirée de chagrin pour la relation que j'avais cru réelle. J'ai pleuré pour l'amour que j'avais donné si librement. J'ai pleuré pour l'avenir que j'avais planifié avec un homme qui avait été payé pour être avec moi. Puis, à l'approche de minuit, j'ai séché mes larmes et ouvert mon ordinateur portable. Mon père pensait que l'affaire s'était terminée avec le départ de Thomas et un généreux fonds d'affectation spéciale pour acheter mon silence. Et elle ne se doutait pas que cette confrontation n'était que le début de ma réponse à leur trahison. J'avais tout enregistré. J'avais de la documentation. J'avais entendu le témoignage de personnes comme Maria et Brad Jenkins. Et surtout, je n'avais plus rien à perdre. Le lendemain matin, j'ai commencé à mettre en œuvre le plan qui rendrait justice non seulement à moi-même, mais aussi à ma grand-mère et à ma mère. Un plan qui ébranlerait le monde soigneusement construit par mon père jusqu'à ses fondations. Le matin suivant le départ de Thomas, je me suis réveillée avec un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le choc et le chagrin initiaux s'étaient transformés en détermination. Et si mon père pensait que j'accepterais tranquillement un paiement et que je disparaîtrais, c'est qu'il ne me connaissait pas du tout. D'ailleurs, il n'avait jamais pris la peine de me connaître vraiment. J'ai d'abord appelé Diane Mercé, une experte comptable recommandée par mon avocat. Je lui ai transmis tous les documents financiers que j'avais rassemblés, y compris les transferts entre mon père et Thomas, les documents d'acquisition de Reeves Tech et les activités suspectes entourant la succession de ma grand-mère. Il y a vraiment quelque chose qui mérite d'être étudié, a déclaré Diane après avoir examiné les documents.
Ces transferts de propriété à l'époque de la mort de votre grand-mère soulèvent plusieurs drapeaux rouges pour une évasion fiscale potentielle. Évasion fiscale ? Je n'avais même pas envisagé cette possibilité. Votre père a transféré plusieurs propriétés dans des sociétés écrans juste avant et après sa mort. Il semble qu'il ait essayé d'éviter les droits de succession en faisant croire que les propriétés avaient été vendues à des valeurs inférieures à celles du marché à des entités commerciales apparentées. C'était exactement le genre de moyen de pression dont j'avais besoin. Mon père craignait par-dessus tous les scandales publics. Sa réputation dans le monde des affaires était tout pour lui. L'étape suivante consistait à contacter la sœur de ma mère, Anne-Rebecca, qui s'était éloignée de notre famille après le divorce de mes parents. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, en partie parce que mon père m'avait dit qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec moi, une affirmation que je remets aujourd'hui en question, comme tout ce qu'il m'a dit. Amanda ? Répondit-elle au téléphone avec surprise. Je ne pensais pas avoir de tes nouvelles un jour. Je suis désolée que ça ait été si long, ai-je dit, soudainement émue d'entendre sa voix. Je pense que j'ai été trompée sur beaucoup de choses. Notre conversation a duré des heures, au cours desquelles nous avons reconstitué nos expériences respectives avec mon père. Elle a confirmé ce que je commençais à soupçonner. Mon père m'avait systématiquement isolé du côté maternel de la famille par une campagne de désinformation et de manipulation. Après la mort de ta mère, j'ai essayé de lui tendre la main à de nombreuses reprises, a déclaré Anne-Rebecca. Mais l'avocat de ton père a envoyé des lettres de cessation et d'abstention en prétendant que je te harcelais ? Finalement, j'ai abandonné. Il m'a dit que tu me reprochais d'être responsable du stress de maman pendant sa maladie. J'ai dit, toujours en train de digérer cette nouvelle trahison. Que tu pensais que son cancer aurait pu être en rémission si elle ne s'était pas autant inquiétée pour moi. Oh, Amanda, sa voix s'est brisée. C'est monstrueux. Je n'aurais jamais dit une chose pareille. Ta mère t'adorait. Sa plus grande inquiétude, à la fin, était que ton père t'exclue complètement une fois qu'elle serait partie. À la fin de notre conversation, j'avais non seulement repris contact avec ma tante, mais j'avais aussi découvert que des cousins, des grands-tantes et des amis de la famille du côté de ma mère essayaient de garder le contact avec moi depuis des années. Mon père avait intercepté des cartes, renvoyé des cadeaux et répandu des rumeurs sur mon prétendu désintérêt pour ces relations. A eu cours des 2 semaines suivantes. J'ai méthodiquement monté mon dossier contre mon père tout en reprenant contact avec la famille de ma mère. J'ai appris que ma situation n'était pas unique. Mon père avait des antécédents de pratiques commerciales manipulatrices qui avaient fait du tort à de nombreuses personnes au fil des ans. Le père de Jackson, Peter Price, avait été le partenaire commercial de mon père jusqu'à ce qu'une clause contractuelle suspecte l'oblige à se retirer de leur entreprise commune en subissant une perte importante. Des années plus tard, à la recherche d'une stabilité financière, Peter avait organisé le mariage de son fils avec Nathalie afin de retrouver les bonnes grâces de mon père. Le mariage avait été davantage une fusion d'entreprises qu'une célébration romantique. J'ai contacté d'anciens employés de l'entreprise de mon père qui avaient été licenciés dans des circonstances douteuses. Nombre d'entre eux étaient impatients de partager leur expérience lorsqu'ils ont su que quelqu'un s'opposait enfin à Richard Miller. Maria, l'ancienne assistante de mon père, m'a présenté Samuel Chen, l'ancien directeur financier de l'entreprise, qui était parti brusquement 3 ans plus tôt. Autour d'un café, dans un coin tranquille d'un café local, il m'a fourni les éléments manquants dont j'avais besoin. Votre père utilise depuis des années un réseau de sociétés écrans pour dissimuler des actifs, explique Samuel en montrant un diagramme qu'il a dessiné. Non seulement pour échapper à l'impôt, mais aussi pour dissimuler des biens à des partenaires commerciaux lors de négociations et à votre mère lors de leur divorce. Avez-vous des documents ? J'ai demandé. Samuel sourit d'un air sombre. J'ai gardé des copies de tout avant de partir. J'ai toujours su qu'un jour quelqu'un aurait besoin de ces informations. Armé des documents de Samuel et de l'analyse médico-légale de Diane, j'ai rencontré mon avocate, Lisa Thompson, pour discuter des prochaines étapes. Nous avons suffisamment d'éléments pour des affaires civiles et pénales potentielles, a déclaré Lisa en examinant les dossiers. La question est de savoir ce que vous voulez obtenir. J'ai bien réfléchi avant de répondre. Je veux ce qui me revient de droit de la succession de ma grand-mère. Je veux que mon père réponde de ses actes. Et je veux que la vérité soit rendue publique. Pour qu'il ne puisse pas faire ça à quelqu'un d'autre. Nous pouvons déposer une requête pour invalider le testament modifié en raison de l'incapacité de ta grand-mère, explique Lisa.
Avec le témoignage de Brad Jenkins et les dossiers médicaux montrant l'augmentation de ses médicaments, nous avons un dossier solide. Mais ton père va se battre avec acharnement. Je suis prête, lui ai-je assuré. Qu'en est-il des irrégularités financières? C'est là que nous avons une vraie influence. D'après les informations fournies par Samuel, il existe des risques de violation de la réglementation sur les valeurs mobilières, d'évasion fiscale et de fraude qui pourraient intéresser les autorités fédérales. Cependant, elle avertit, une fois que nous nous engageons dans cette voie, nous ne pouvons pas en contrôler l'issue. Votre père pourrait subir de graves conséquences, y compris des poursuites pénales. Je comprends, ai-je dit calmement. Mais il a eu des années pour arranger les choses et il a choisi la tromperie à chaque fois. Au cours du mois suivant, mon équipe et moi-même avons constitué notre dossier de manière méthodique. Nous avons documenté chaque transaction, chaque mensonge, chaque manipulation. J'ai créé un site web sécurisé contenant toutes les preuves, accessible uniquement avec un mot de passe, prêt à être partagé avec les autorités ou les médias si nécessaire. J'ai également commencé à établir des liens stratégiques avec les concurrents et les anciens partenaires commerciaux de mon père qui avaient été trompés de la même manière. Peter Price, malgré le mariage de sa fille avec Nathalie, m'a particulièrement aidé à comprendre la structure des affaires actuelles de mon père. Richard s'est trop étendu sur le développement de Westlake, confie Peter lors d'un entretien discret. Il a tout misé sur la réussite de ce projet. Toute perturbation importante aujourd'hui serait catastrophique pour lui. Cette information a déterminé le calendrier de mon approche. J'attendrai la réunion des investisseurs de Westlake, prévue le mois prochain, pour faire mes premiers pas. Pendant tout ce temps, j'ai reçu des messages de plus en plus désespérés de la part de Thomas et de mon père. Thomas affirmait qu'il s'effondrait sans moi, qu'il avait commis une terrible erreur et qu'il voulait se racheter. Mon père alternait les menaces et les offres financières améliorées pour régler cette affaire familiale en privé. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. À l'approche de la réunion des investisseurs, j'ai soigneusement préparé mon coup d'envoi. Je n'allais pas tout révéler d'un coup, mais juste ce qu'il fallait pour démontrer le sérieux de ma position. Mon avocat a rédigé une lettre officielle exposant la contestation du testament et les preuves d'irrégularité financière, avec un message clair. Nous étions prêts à communiquer ces informations aux autorités et aux médias, à moins que des conditions spécifiques ne soient remplies. Ces conditions étaient les suivantes. 1. La restitution de tous les biens spécifiés dans le testament original de ma grand-mère, y compris la maison du Vermont qui avait été vendue, ou sa valeur marchande actuelle, ainsi que tous les bijoux de famille. 2. Comptabilité financière complète de la succession de ma grand-mère. 3. La reconnaissance publique de la tromperie concernant son testament. 4. Démission immédiate de mon père de toute fonction fiduciaire dans les trusts ou les successions familiales. Et la lettre a été livrée par coursier au bureau de mon père le matin de la réunion des investisseurs. Une copie identique a été envoyée au domicile familial, adressée à Stéphanie. Une troisième copie a été envoyée à l'avocat de mon père. Dans les heures qui ont suivi, mon téléphone a explosé d'appels et de textes. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale alors que j'étais assise dans un café situé en face du bâtiment où se tenait la réunion des investisseurs. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir mon père arriver dans sa voiture de fonction, le visage crispé par la rage refoulée, tandis qu'il consultait son téléphone à plusieurs reprises. Mon plan fonctionnait parfaitement. Il serait déséquilibré pendant la réunion, distrait par mes exigences et la menace d'être démasqué. Les investisseurs remarqueraient son anxiété inhabituelle, ce qui soulèverait des questions quant à sa stabilité et à la viabilité du projet. Pendant ce temps, Samuel Chin rencontrait séparément deux investisseurs clés, apparemment au sujet d'une opportunité commerciale sans rapport avec le projet. À au cours de cette réunion, il évoquait avec désinvolture des préoccupations concernant la structure de financement du projet Westlake, semant ainsi les graines du doute qui allaient croître avec le comportement inhabituel de mon père. Alors que je regardais mon père entrer dans le bâtiment, mon téléphone s'est allumé avec un message de Nathalie. « Qu'est-ce que tu as fait ? Papa est en train de paniquer. » J'ai répondu simplement. Pose-lui des questions sur le testament de grand-mère. Demande-lui pourquoi il a engagé Thomas pour sortir avec moi. Demande-lui d'où vient vraiment l'argent pour ton mariage. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. C'est vrai ? À propos de Thomas ? Chaque mot. Demande-lui toi-même. Encore une longue pause. Je ne savais pas. Je le jure.
Que je la croie ou non n'avait aucune importance. Les fissures commençaient à se former dans le monde soigneusement construit par mon père. Les membres de la famille le remettaient en question. Des partenaires commerciaux de plus en plus soupçonneux et la menace d'une exposition publique planant sur tout ce qu'il avait construit. Et ce n'était que le début. 3 jours après la réunion des investisseurs, dont j'ai appris plus tard qu'elle s'était terminée par la demande de plusieurs bailleurs de fonds clés de procéder à des vérifications supplémentaires avant d'engager d'autres fonds, mon père a finalement sollicité une rencontre en tête-à-tête. Juste toi et moi, a-t-il précisé. Pas d'avocat. Pas d'enregistrement. Nous devons parler comme une famille. J'ai accepté, mais en posant mes propres conditions. Nous nous rencontrerions dans un lieu public de mon choix. J'aurais une personne de confiance à proximité. Et il viendrait seul, sans Stéphanie, sans associé. Nous avons fixé le rendez-vous au lendemain, dans un restaurant très fréquenté de la ville. Alors que je me préparais à cette confrontation, j'ai ressenti un calme étrange. Après des années de manipulation et de mensonges, je prenais enfin le contrôle de ma propre histoire. La vengeance que j'avais planifiée ne consistait pas seulement à récupérer ce qui me revenait de droit. Il s'agissait de faire éclater la vérité, de rendre justice à ma mère et à ma grand-mère. De faire en sorte que mon père ne puisse plus jamais utiliser sa richesse et son influence pour blesser les personnes qui auraient dû pouvoir lui faire le plus confiance. En fermant mon ordinateur portable ce soir-là, j'ai regardé la collection de photos de famille que j'avais réunies au cours de mon enquête. Des images de ma mère me tenant dans ses bras lorsque j'étais bébé. Ma grand-mère m'apprenant à faire des biscuits. Des moments d'amour authentiques que mon père avait essayé d'effacer et de remplacer par sa version fabriquée de la famille. Demain, je lui dirai la vérité. Et rien ne serait plus jamais comme avant. Et la rencontre avec mon père a eu lieu au Riverside Café, un restaurant très fréquenté qui donne sur le port. J'arrivais en avance et m'assurais une table d'angle avec une bonne vue sur l'entrée. Ma tante Rebecca était assise au bar, faisant semblant d'être une étrangère, mais suffisamment proche pour intervenir si nécessaire. Lorsque mon père est entré, j'ai failli ne pas le reconnaître. Au cours des mois qui s'étaient écoulés depuis le début de ma campagne, il avait visiblement vieilli. Son assurance avait disparu, remplacée par les mouvements prudents d'un homme assiégé. « Amanda », dit-il en s'asseyant en face de moi. Pas d'accolade, pas de baiser sur la joue. Juste mon nom prononcé comme une question. « Papa », ai-je répondu d'un ton égal. « Merci d'être venu. » Et elle a jeté un coup d'œil nerveux autour de lui avant de parler. « C'est allé assez loin. Tu as fait valoir ton point de vue. » « Vraiment ? Quel point de vue pensez-vous que je défende pour que vous vous sentiez exclu ? Ignoré. Je comprends que vous soyez contrarié par le mariage, par Thomas. Mais mêler le fisc et mes investisseurs à un désaccord familial, c'est aller trop loin. J'ai bu une gorgée d'eau, laissant ces mots planer dans l'air entre nous. Il ne s'agit pas de se sentir exclu, papa. Il s'agit du fait que tu m'as systématiquement menti. Que tu m'as manipulé et que tu m'as volé ce qui me revenait de droit. Je ne t'ai jamais volé, a-t-il protesté, mais ses yeux se sont détournés, incapables de rencontrer les miens. Le testament de grand-mère ? La maison du Vermont ? Les bijoux en saphir ? Le fonds d'affectation spéciale qu'elle avait créé et qui a disparu après sa mort. Il y avait des dépenses et des soins de vie. Arrête de mentir. Je l'ai interrompu. J'ai les factures de l'hôpital. J'ai le testament original. J'ai les déclarations de son avocat et de son médecin. Le visage de mon père s'est durci. Qu'est-ce que tu veux exactement, Amanda ? De l'argent ? C'est tout ? Dit-on pris, et mettons fin à tout ça avant que ça ne détruise tout. Je t'ai envoyé mes conditions dans la lettre. Tu l'as lu ? Ces conditions sont impossibles. La Vermont House a été vendue il y a des années. Certains des bijoux ont été promis à Nathalie. Et une reconnaissance publique porterait inutilement atteinte au nom de la famille. Le nom de la famille. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vous voulez dire votre réputation. Votre position dans le monde des affaires. C'est ce dont il a toujours été question, n'est-ce pas ? Les apparences. L'image parfaite de la famille, même si cela signifiait m'effacer lorsque je ne correspondais pas à l'image. Pour la première fois, quelque chose comme de la honte est apparu sur le visage de mon père.
Je n'ai jamais eu l'intention de t'effacer. Les choses ont évolué après mon mariage avec Stéphanie. Elle avait certaines attentes concernant notre vie commune. Et je ne répondais pas à ses attentes, il n'a pas répondu directement. J'ai essayé de subvenir à tes besoins financiers. L'établissement de ta mère. Tes frais de scolarité. Le strict minimum requis par l'accord de divorce, je l'ai corrigé. Et puis tu as engagé mon petit ami pour m'espionner. Pour être sûr que je ne causerai pas de problème avec le testament de grand-mère. Mon père a eu l'air vraiment surpris. Qui t'a dit ça? Thomas. Maria. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est vrai, n'est-ce pas? Après une longue pause, il acquiesça presque imperceptiblement. Ce n'était pas censé devenir sérieux entre vous deux. C'était juste un moyen de rester informé de vos activités après la mort de votre mère. Vous étiez tellement en colère en lançant des accusations sur le testament. Nous craignons que vous n'entamiez une action en justice. Parce que vous saviez que le testament était frauduleux. Pas frauduleux. Ta grand-mère a changé d'avis à la fin. Alors qu'elle était lourdement médicamentée et isolée de tout le monde, sauf de toi et de Stéphanie. Nous sommes restés ainsi pendant près d'1 heure, mon père alternant entre la défense, la justification et des aperçus occasionnels de regrets sincères. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu un calme extérieur qui semblait l'énerver plus que la colère ne l'aurait fait. Enfin, lorsqu'il est devenu évident que nous étions dans une impasse, j'ai posé une clé USB sur la table entre nous. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Tout, ai-je répondu simplement. Les dossiers financiers. Les déclarations des témoins. Enregistrement. Les communications entre vous et Thomas. Le testament original et le testament frauduleux côte à côte. Des preuves d'évasion fiscale remontant à 15 ans. Tout ce que j'ai découvert au cours du dernier mois. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il a attrapé le disque dur. C'est une copie, ai-je poursuivi. Les originaux ont été confiés à plusieurs personnes et seront remis aux autorités et aux médias s'il m'arrive quelque chose ou si vous ne respectez pas mes conditions. Vous me faites chanter, a-t-il dit, la voix creuse. Je négocie en position de force, l'ai-je corrigé. C'est une chose que tu m'as apprise, mais pas intentionnellement. Vous avez 48 heures pour accepter mes conditions. Sinon, j'intenterai une action en justice et je rendrai l'affaire publique. Je me suis levée pour partir, mais mon père m'a attrapé le poignet. Amanda? Attends. Tu es ma fille. Malgré tout. Cela ne signifie-t-il pas quelque chose pour vous? En le regardant dans les yeux, je n'ai pas vu la figure puissante et intimidante qui avait façonné mon enfance, mais un homme vieillissant terrifié à l'idée de perdre tout ce qu'il avait construit. Cela veut dire quelque chose. Ai-je dit à voix basse. C'est pour ça que ça fait si mal. 48 heures, papa. C'est à toi de choisir. Exactement 47 heures plus tard, l'avocat de mon père a contacté le mien avec une contre-offre. Il me rendrait tous les bijoux mentionnés dans le testament original, paierait la valeur marchande actuelle de la Vermont House plus les intérêts, créerait un nouveau trust à mon nom avec le montant spécifié dans le testament original plus 20 ans de croissance, et fournirait un compte-rendu complet de la succession de ma grande H-mère. Et la seule modification apportée à mes exigences concernait la reconnaissance publique. Au lieu d'une déclaration publique, mon père a proposé une réunion familiale privée au cours de laquelle il admettrait ses torts à tous les membres de la famille élargie des deux côtés. Après avoir consulté mon équipe juridique, j'ai accepté ces conditions avec un ajout. Thomas serait tenu de restituer tous les fonds reçus de mon père et de mettre fin à toute relation d'affaires entre eux. Les documents ont été signés 3 jours plus tard. Une semaine plus tard, j'ai reçu le premier versement de la restitution et une boîte contenant les bijoux de ma grand-mère, y compris le pendentif en saphir qui était autour du cou de Stéphanie lors du mariage. Et la réunion de famille a eu lieu le mois suivant dans un lieu neutre, une salle privée d'un hôtel haut de gamme. Les parents de ma mère et de mon père étaient présents. Beaucoup se rencontrant pour la première fois depuis des décennies. L'atmosphère était tendue jusqu'à ce que mon père se lève et prenne la parole. Je vous ai tous réunis ici aujourd'hui parce que je dois des excuses à ma fille Amanda, commença-t-il, la voix inhabituellement modérée. A eu fil des ans, j'ai pris des décisions qui ont fait passer ma nouvelle famille et mes intérêts commerciaux avant son bien-être. J'ai modifié le testament de ma mère contre sa volonté.
J'ai délibérément isolé Amanda de beaucoup d'entre vous par la tromperie. Je me suis immiscée dans sa vie personnelle de manière inappropriée et préjudiciable. Le voir admettre ces choses devant des témoins était surréaliste. Certains membres de la famille ont sursauté. D'autres hochèrent la tête, comme s'ils s'en étaient toujours doutés. Stéphanie est restée assise à côté de lui, rigide, son visage étant un masque de colère contrôlée. Pour me racheter, a poursuivi mon père. J'ai rétabli l'héritage d'Amanda tel qu'il était prévu à l'origine. Je rouvre également les canaux de communication entre nos familles élargies que j'avais auparavant entravés. La réunion s'est transformée en une rencontre familiale qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps. J'ai retrouvé des cousins dont je me souvenais à peine, des oncles et des tantes qui m'ont raconté des histoires sur ma mère, des parents éloignés qui se demandaient depuis des années ce qui m'était arrivé. Des photos ont été prises, des informations de contact échangées, des plans provisoires ont été élaborés pour de futures réunions. Mon père et Stéphanie sont partis plus tôt, leur rôle dans la procédure étant terminé. Alors qu'ils sortaient, j'ai remarqué que Nathalie s'attardait derrière, semblant hésiter entre suivre ses parents et rester. À ma grande surprise, elle s'est approchée de moi alors que la soirée touchait à sa fin. Je ne savais pas, dit-elle sans préambule, pour Thomas, pour le testament. Pour tout cela. Je pensais que tu ne voulais pas faire partie de la famille. À 17 ans, elle semblait soudain plus jeune que son âge, une enfant prise dans des machinations d'adulte. Je te crois, ai-je dit, et j'ai été surpris de me rendre compte que je le pensais vraiment. Tu as été élevé dans l'environnement qu'ils ont créé. Ils sont en train de divorcer, a-t-elle dit d'un ton brusque. Papa et Stéphanie, après tout ce qui s'est passé, se séparent. Elle est furieuse de l'argent qu'il te rend. C'était une nouvelle pour moi, mais pas tout à fait surprenant. Leur relation avait toujours été transactionnelle, basée sur des avantages mutuels plutôt que sur une véritable affection. Tu vas bien ? Demandai-je, ressentant une inquiétude inattendue pour cette demi-sœur que je connaissais à peine. Elle a haussé les épaules, un geste typique d'adolescente. De toute façon, je vais aller à l'université l'année prochaine. Columbia. Papa a déjà transféré les frais de scolarité sur un compte séparé pour qu'il soit à l'abri de tout ce qui pourrait arriver par la suite. Toujours l'homme d'affaires, mon père, même au milieu de son effondrement personnel. Si tu as besoin de parler, je t'ai proposé. Je suis là. Nous sommes toujours une famille à notre manière. Nathalie a hoché la tête maladroitement, puis a rejoint un groupe de cousins de son âge. Le lien provisoire entre nous n'a été ni rejeté, ni pleinement accepté. Dans les mois qui ont suivi, la restitution promise a été effectuée. Les affaires de mon père ont souffert des rumeurs d'irrégularités financières qui se sont répandues malgré notre accord privé, et plusieurs grands projets, dont Westlake, ont été mis en suspens pour une durée indéterminée. Et la procédure de divorce entre lui et Stéphanie est devenue litigieuse. Les allégations d'infidélité de part et d'autre faisant leur chemin dans les cercles de rumeurs locaux. Thomas a tenté de me contacter à plusieurs reprises, chaque message étant plus désespéré que le précédent. Elle avait perdu son entreprise, son soutien financier, apparemment, son amour-propre. Son dernier courriel reconnaissait le tort qu'il avait causé et exprimait ce qui semblait être un véritable remords, mais il se terminait par un nouvel appel à la réconciliation auquel je n'ai pas répondu. Quant à moi, j'ai utilisé une partie de l'héritage que j'ai récupéré pour créer une fondation visant à soutenir la défense des soins aux personnes âgées et à prévenir l'exploitation financière des personnes âgées vulnérables. Cette fondation porte le nom de ma grand-mère, une petite façon d'honorer ce qui aurait dû être son véritable héritage. J'ai également tissé des liens avec un réseau de personnes ayant vécu des expériences similaires en matière d'abus financiers familiaux, créant ainsi des ressources et des systèmes de soutien que j'aurais souhaité voir exister lorsque j'étais seule à traverser cette épreuve. Ce travail s'est révélé étonnamment gratifiant, donnant un sens à la douleur que j'avais endurée. Grâce à ce réseau, j'ai rencontré Daniel, un enquêteur financier qui avait aidé son propre grand-père à récupérer des biens cachés par des parents sans scrupules. Nos expériences communes et notre engagement à prévenir des abus similaires ont créé un lien immédiat, qui s'est progressivement transformé en quelque chose de plus. Contrairement à ce qui s'est passé avec Thomas, cette relation s'est développée lentement, sur la base de l'honnêteté et du respect mutuel. Un an après le live stream du mariage fatidique, j'ai reçu un colis inattendu. À l'intérieur se trouvait une photographie encadrée de ma mère et de ma grand-mère ensemble, souriante devant la maison du Vermont qui aurait dû être mon héritage. Un mot de mon père l'accompagnait. J'ai trouvé ça en rangeant des affaires. J'ai pensé que tu devais l'avoir.
La maison et les souvenirs ont toujours été destinés à être les tiens. Ce n'était pas vraiment une excuse, mais de la part de mon père, c'en était presque une. J'ai placé la photo sur ma cheminée, pour me rappeler d'où je venais et ce que j'avais surmonté. L'image figée du live stream du mariage de Nathalie, celle qui avait révélé tant de trahison en une seule image, est restée sauvegardée sur mon ordinateur. Je la regarde rarement maintenant, mais je la garde pour me rappeler que parfois les révélations les plus douloureuses peuvent finalement vous libérer. Ce moment de défaillance technique avait été un cadeau, me forçant à voir ce qui se passait autour de moi depuis le début et me donnant les preuves dont j'avais besoin pour réclamer la place qui me revenait dans l'histoire de ma famille. Et la trahison familiale est plus profonde que toute autre forme de trahison. Et si mon histoire vous a touché de près ou de loin, j'aimerais que vous me parliez de vos propres expériences en matière de justice familiale dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà eu à vous opposer à des membres de votre famille qui vous avaient fait du tort? Qu'est-ce qui vous a donné la force de le faire? Si vous voulez entendre d'autres histoires sur la façon de trouver sa voie après une trahison, likez et abonnez-vous, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans ses luttes familiales. Merci d'avoir écouté mon parcours, de l'exclusion à la responsabilisation. N'oubliez pas que, parfois, la famille que nous nous construisons après une trahison devient plus forte que celle dans laquelle nous sommes nés.